Ok, bonjour. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est l'étude pour l'animation d'un mécanisme euh, qu'on trouve dans le moteur d'Andrew, qu'on appelle moteur à course variable. Il est composé de 6 barres avec deux en particulier qui sont liées par un engrenage. On donne les dimensions des différentes barres et puis quelques caractéristiques géométriques, par exemple cet offset là. On donne aussi la vitesse de rotation de la manivelle OA de 100 tours minute. Et puis, on s'intéresse à une position particulière pour l'analyse de ce qu'on va voir après, l'analyse de vitesse et d'accélération. Donc, dans cette position particulière, la manivelle OA fait un angle de 20 degrés par rapport à la verticale et donc 70 degrés par rapport à l'horizontale. En même temps, la barre QB, il fait un angle de 20 degrés par rapport à l'horizontale, mais il est situé de l'autre côté. Ça veut dire que par rapport à l'horizontale, l'angle c'est 180 degrés plus 120 degrés ou bien 200 degrés. L'exercice, je l'ai trouvé dans un livre sur les mécanismes qui s'appelle Theory of Machines et c'est par professeur Rattan. Et le mécanisme se trouve sur la page 52. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est essayer de reproduire ce mécanisme-là sur GeoGebra. Donc, j'ai déjà dessiné les deux roues dentées avec les pivots O et Q. Je vais commencer par définir l'angle de la manivelle OA et je le transforme en curseur. Voilà, puisque je lui donnais comme valeur 70 degrés, GeoGebra automatiquement crée un curseur qui varie de 0 à 360, donc pour une rotation complète. Alors, on va commencer d'abord par dessiner le point A. A, c'est égal au point O. Attention, O n'est pas l'origine, j'ai choisi Q comme l'origine, donc c'est O+. J'ai déjà défini le rayon ou la position de A par rapport au point O, ce qu'on a appelé R2. Facteur de cosinus T2, virgule sinus T2. Ça, ce sont les coordonnées dans un repère orthonormé de centre Q, puisque O il est déjà défini par rapport à Q, donc voilà notre point. Alors, on va tester. On va faire varier l'angle. Et effectivement, voilà notre point qui bouge, tout en restant à la même distance de O. Alors, maintenant, il nous reste à calculer, trouver la position de la deuxième roue. Alors, pour cela, je vais afficher la formule de base que nous allons utiliser pour trouver la position angulaire de la deuxième roue. Donc, soit un engrenage, soit deux roues avec roulement sans glissement. Donc, le principe, c'est simple. On va dire que en ce point-là, il n'y a pas de glissement. C'est roulement sans glissement. Et par conséquent, la vitesse de ce point-là, elle est la même qu'elle soit sur le premier corps ou le deuxième corps. Ou autrement, on va dire que R2, oméga 2, R2 c'est le rayon de la grande roue et R3 c'est le rayon de la petite roue. Donc R2 fois oméga 2 égale à moins, on verra pourquoi c'est moins R3 oméga 3. Donc ça traduit qu'il n'y a pas de roulement avec glissement. C'est un roulement sans glissement. Alors pourquoi le moins? Il suffit de remarquer en fait que pour une roue de roue simple ou bien un engrenage, le sens de rotation il est différent. Si par convention on considère que pour un mouvement de rotation dans le sens trigonométrique la vitesse est positive, et donc je vois que par exemple si cette roue tourne dans le sens trigonométrique, la deuxième roue il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et donc nécessairement les deux vitesses sont opposées. En tout cas, donc si je connais, c'est le cas, si je connais la vitesse de rotation de la grande roue, je peux trouver la vitesse de rotation de la petite roue en utilisant cette formule-là. Oméga 3 égale moins R2 sur R3 oméga 2.
Alors, oméga 3, c'est la dérivée par rapport au temps de la position angulaire. Donc, la position angulaire peut être trouvée en intégrant cette formule. Et donc là, R2, R3 sont constantes. Et puis, donc, ça revient à intégrer oméga 2 qui n'est autre que dθ2 sur dt. Par conséquent, c'est l'intégrale de dθ2 ou bien θ2 plus une constante. Or, je connais une position particulière du mécanisme. Je sais que lorsque θ2 égale à 70 degrés, donc le θ3, comme sur l'énoncé, est égal à 200 degrés. Et donc, pour me débarrasser de la constante, je calcule la soustraction des deux équations et je trouve θ3 égale 200 degrés moins R2 sur R3, θ2 moins 70 degrés. Écrivons ça sur GeoGebra. Donc TD, au lieu de l'appeler θ3, je l'appelle T3, c'est plus simple. T3 égale à 200 degrés moins... Alors, le R2, en fait, je ne l'ai pas créé, mais j'ai dessiné le cercle et par conséquent, je peux le calculer. C'est le rayon du cercle C, c'est ce cercle-là. Voilà. Donc, c'est bien ce cercle-là. Alors, je continue ici. Donc, 200 degrés moins rayon C, facteur de T2 moins 70 degrés divisé par rayon de la petite roue qui est le cercle D. Voilà. Donc voilà notre position angulaire du point P. Et donc le point P, comme pour le point A, c'est simple. C'est Q, même si Q c'est l'origine, mais bon, par habitude, je l'écris comme ça. R3, je l'ai déjà défini, c'est la longueur de la barre 3. Facteur de cosinus T3. Maintenant, on a T3, donc on peut calculer ces projections sur l'axe des X et l'axe des Y. Et voilà mon point B. Alors, je peux ajouter les barres. Et faire une simulation. En fait, je peux même animer. Et je vois que les deux roues dentées tournent dans deux sens différents, que la grande roue, elle tourne à une vitesse plus faible que la petite roue, etc. Donc, j'arrête l'animation. Et voyons voir maintenant le point C. Alors, le point C, il est à une distance bien déterminée par rapport au point P et à une distance, ici c'est un cas particulier, la distance est la même du point A. Donc comment je vais pouvoir trouver le point C? C'est simple, il suffit de tracer deux cercles, un de centre B et de rayon cette distance et le deuxième de centre A et de rayon cette distance-là. L'intersection, on va choisir une des deux intersections qu'on va trouver et qui est conforme à l'énoncé. Allons-y. Donc ici, je ne vais pas tracer les cercles, mais je vais calculer directement l'intersection. Donc on va dire C égale intersection. Voilà. Le premier objet, c'est quoi? C'est le cercle de centre B et de rayon R4 que j'ai déjà défini, virgule, le deuxième cercle de centre A et de rayon R5. Alors, automatiquement, ici, il me donne deux points. Bon, si je valide, je vais avoir les 2 points. Mais moi, j'ai besoin d'un seul. Virgule 1, c'est le bon. Si j'avais tapé virgule 2, je vais avoir la deuxième intersection qui n'est pas conforme à, disons, à l'énoncé. 1. Et donc, voilà mon point C. Alors, je vais pouvoir maintenant dessiner les barres.
Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais pouvoir animer. Donc c'est bien. Il nous reste maintenant à définir le point D. Alors le point D, il reste toujours à la même distance du point C. Cette distance-là, on va l'appeler R7. OK. Et puis il va glisser toujours sur cet axe, cette ligne qui est désaxée de 200 mm par rapport à une droite horizontale passant par O. Donc c'est ce qu'on va faire sur GeoGebra. Donc le point D égale intersection. Le premier objet, c'est le cercle de centre C et de rayon R7. Et le deuxième objet, en fait, la ligne de glissement, elle est définie par une équation, c'est Y égale à 0,2. Et puis là aussi, on voit qu'on a 2 points. On a 2 points. Et donc là, il faut choisir un des deux. 1, ça me donne le mauvais point. Et 2, c'est le bon. Donc voilà. Et donc, je peux dessiner la dernière barre R7 de longueur R7. Et je peux animer. Voilà. Alors, je me suis rendu compte qu'il y a une petite erreur. En fait, D est désaxé par rapport à O de 200 mm suivant la verticale. Mais en fait, l'origine, elle est en Q. Et par conséquence, la distance suivant la verticale entre Q et D, c'est 165 mm. Et non pas 200 mm. Voilà. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est par exemple afficher la trace du point C. Donc il suffit de le sélectionner puis choisir afficher la trace. Alors comme ça, je peux voir la trajectoire décrite par ce point-là. Alors il y a ici un tout petit problème. D'habitude, dans les mécanismes à barre qu'on a vu jusqu'à présent, la courbe elle est fermée. Ici, ce n'est pas le cas. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que, en fait, toujours, si je considère en valeur absolue l'équation qui me donne le roulement sans glissement au niveau du point de contact entre les deux roues, j'ai R2 fois N2 et dans ce cas, N2 c'est la vitesse de rotation en tour minute, égale R3, N3 toujours en tour minute. Il suffit de, puisque c'est le même coefficient, il suffit d'écrire, exprimer oméga en fonction de n et on va voir exactement la même formule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un laps de temps donné, fixe, on va avoir un certain nombre de tours effectués par la grande roue que j'appelle N2 et un nombre de tours effectués par la petite roue qui s'appelle N3 qui vérifie cette équation-là.
Si je remplace R2, R3 par le valeur, je trouve que l'équation que je dois vérifier, c'est 247N2 égale à 120N3. Or, 247 et 120 ne sont pas premiers entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir une courbe fermée, ça veut dire nous retrouver exactement dans la même situation, il faut attendre jusqu'à ce que la grande roue fasse 247 tours et la petite 100, c'est l'inverse, donc jusqu'à ce que la grande roue fasse 120 tours et la petite aurait fait 247 tours. D'ailleurs, je peux choisir ici pour le curseur, par exemple, je vais prendre, allez, 10 tours. On va prendre 10 tours. Je vais commencer à partir de 0. Et là, on va voir que la courbe décrite par C n'est pas fermée. En fait, il va se fermer une fois que la grande roue aurait fait 120 tours. Voilà. Donc on voit effectivement que la courbe n'est pas du tout fermée. Donc pour bien le voir, j'ai préparé un autre mécanisme avec des rayons, des roues différents. Par exemple, je vais prendre la grande roue qui fait toujours 120 mm et je vais changer la petite roue pour qu'il fasse 80 mm. Et donc le rayon des deux c'est 1,5. Donc la formule précédente devient 3 fois N2 égale 2 fois N3. Et donc le plus petit multiple commun entre 3 et 2, c'est 6. Et donc, pour retrouver la même situation, il faut que N2 fasse 2 tours, ça fait 6, et N3 aurait fait 3 tours. Et effectivement, c'est le cas. Pour 360 degrés, voilà la distance parcourue par le point D. Ça n'a rien à voir avec ce qui va suivre. Ça veut dire que, en fait, la courbe n'est pas périodique de période de pi. Voyons voir maintenant avec, après avoir effectué 2 tours, 720 degrés. C'est mieux parce que regardez, cette partie-là, on l'a ici. Et donc, c'est la vraie périodicité. Donc, 1440, elle est là. Et donc, c'est on va entamer la troisième période. Donc, voilà une période 2 et la troisième, etc. Donc, si on veut avoir... et regardez aussi, la courbe C, elle est fermée.
Donc, une fois la grande roue aurait effectué 2 tours et la petite 3 tours, on va retrouver exactement la même situation et donc la courbe redevient fermée. Donc voilà.